Est-ce que là c'est bon? Est-ce que là c'est bon? Désolé, 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 désolé. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Donc je disais, enfin, non mais doucement, doucement Heisenberg. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Auriculaire, bonsoir la Taverne, le podcast. La transition est toute trouvée pour Pierre qui nous accompagne. Et donc il fait partie de ce podcast. Donc Pierre, je te laisse donc te présenter aussi la Taverne. Salut, bah moi je suis un des chroniqueurs de la Taverne avec quatre collègues qui sont Chris, Kams, Lucas et un nouveau venu à Raphaël. Donc on a un podcast qui parle de l'actualité du FC Lorient. Donc en ce moment elle est plutôt bonne, mais ça fait une petite année là. On vient de fêter notre anniversaire de la création, donc on avance tout doucement. Eh bien écoute, ça me fait rudement plaisir de t'accueillir ce soir. Désolé aussi pour le retard, les galères de micro. Non mais en tout cas, je pense qu'il n'y a qu'un seul lien qui est que eh bien, nous avons perdu. Voilà, l'explication est toute trouvée. Alric, comment vas-tu Alric? Salut Pancho, salut Pierrot, salut à tous. Bah écoute, tout va bien pour moi en tout cas, mais pas pour l'OGC Nice. J'ai un peu mal au crâne encore de la veille parce que j'ai quand même presque fini une bouteille de vin pour justement éviter de déprimer. Donc j'ai encore un peu mal au crâne, mais bon, j'espère que l'émission qu'on va faire aujourd'hui va m'aider à cuver tranquillement. L'avantage, c'est qu'effectivement, il existe le vin rouge qui nous permet, à défaut de passer une bonne soirée footballistiquement, de passer une bonne soirée d'une autre façon. Avec modération, bien entendu. C'est ça. Bertigno, alors On a dit. on ne sait pas. Des rumeurs disent qu'il est bloqué en bas de chez lui, que la serrure est cassée. Moi, je pense surtout qu'il a vu le match de Youssef Attal hier soir et ça lui a absolument pas plu. Donc il ne sera malheureusement pas là avec nous ce soir. C'est fort dommageable. Messieurs, je vous le propose directement qu'on rentre dans le vif du sujet. Honneur à l'invité, honneur à toi, Pierrot. Lorient, sacré match, courageux, entreprenant, énergique, un public qui a répondu présent. Comment tu as analysé ce match, le match de ton équipe, Pierrot? Ah bah moi je suis tout à fait heureux de ce résultat, puisque quand tu vois la physionomie un peu du match, on s'en sort très bien en faisant notre troisième clean sheet, en gagnant 1-0, en prenant les 3 points. Pour nous, c'est le genre de match qu'on perdait l'année dernière assez facilement. Euh, Depuis là, on est sur une excellente dynamique à domicile, donc ça aide. Le public a répondu présent parce qu'on était un peu plus de 10 000, un peu plus de 10 000 hier à Lorient pour un match en semaine, c'était quand même assez exceptionnel. Donc ouais, le fait d'avoir poussé pas mal les joueurs et le fait que ils se sont ils se sont déchirés sur le terrain, ouais, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé, Alric, du match de Lorient? Et là, je te demande uniquement le match de Lorient. Non, bah, comme tu l'as dit, hein, une équipe qui a joué totalement décomplexée, qui a quand même encore prouvé qu'elle était capable de battre des équipes qui visaient le podium ou la qualification européenne. On l'a vu pendant toute la première mi-temps notamment, où physiquement il y avait de l'intensité, nos joueurs ont pas su répondre et ils ont été efficaces surtout. C'est ça qui est fort, c'est que bon voilà, ils ont eu quelques occasions, et ils ont su les concrétiser. Et quel but de mon conduit dont on se moquait un petit peu lorsqu'il était à Amiens, qui n'arrivait pas à cadrer une seule frappe. Là, il nous en envoie une magnifique. On peut difficilement remettre en cause la beauté de ce but. J'aurais aimé qu'elle ne rentre pas, mais malheureusement, bah, il a fallu que ce soit lui. Et non, non, un super match de Lorient. Et je pense que si ça continue comme ça pour eux, ça peut pas forcément aller, on va dire, aux places européennes, mais finir dans les 10 premiers facilement, je pense. Oui, alors justement,
cette équipe de Lorient, Pierrot, tu la vois où là tu disais tout à l'heure en off que l'objectif c'est le maintien, mais concrètement et objectivement, tu la vois où à la fin de saison? Bah, concrètement, objectivement, le problème, c'est que on est très très fort à domicile parce qu'on est sur une série de 9 matchs sans défaite et sur les 9 derniers matchs, on a eu 8 victoires. Par contre, ça va faire un an à l'extérieur qu'on n'a pas gagné un match. Donc, certes, la série à domicile, taper les gros, c'est bien sympa, on prend les 3 points, mais à l'extérieur, on a beaucoup de mal. Donc, je pense actuellement, le maintien, si on maintient un écart de, pour l'instant qu'on a 9-10 points sur les derniers, ouais, je pense que le top 10 est envisageable, mais après, l'objectif premier, c'est de se maintenir le plus rapidement. Après, on verra bien, quoi. Tu sais que ça me fait très mal ce que tu dis, Pierrot. Tu dis que ça fait un an que vous n'avez pas gagné à l'extérieur, mais moi j'ai le souvenir du match de Lorient chez nous, Alric, je sais pas si tu t'en souviens, où on fait 2-2, on mène 2-0, 2-2, ouais. et la deuxième mi-temps, si on perd 4-2, c'est pareil. Ah, mais Ça montre aussi le niveau minable qu'on avait l'année dernière, hein. c'est ma plus grosse frustration de la saison dernière. Ah, ce match, mais vous méritiez 100 fois de le Je gagner. pense, Ah, mais le match aller, le je match pense que retour j'ai chez nous, volontairement c'était. oublié. Ah Ah, ouais, non, non. Ouais. J'en fais encore des cauchemars de ces matchs. ah, mais oui, oui, je me rappelle qu'un certain Jeffrey Adelaide avait marqué le deuxième but contre son ancien club, si Ah, je ne ça y dis est, pas ça de me revient. bêtises. Ah ouais. Ouais, ça me revient, ça y est. Et c'était Jordan Lotomba qui avait Et- marqué. Voilà, voilà ma culture foot. Euh, En tout cas, bravo à Lorient parce que c'est vrai que je dis pas ça parce qu'on a perdu, mais avant le match, j'ai regardé le match avec un copain supporter du gym. Je disais, ce match, c'est un match piège. Lorient solide à domicile, nous en perte de vitesse, on va dire depuis un match et demi, et au final, on est rentré dans le panneau, quoi. On est rentré dans le panneau. Bien, on va parler du gym. On va parler du gym. De mon côté, les couteaux sont bien aiguisés. Léger. Euh, J'aurais été incapable de faire l'émission hier soir parce que ça n'aurait eu aucun sens. Et puis, je pense que ma chaîne se serait fait bannir de Twitch et c'est bien dommage. Intitulé de cette rubrique, simple accident ou véritable coup d'arrêt pour Nice. Alric, ton avis là-dessus? Alors, un accident, non, parce que ça fait quand même 3 matchs qu'on ne joue pas la première mi-temps. Et on a vu sur l'ensemble de ces 3 matchs un beau triplé bien varié avec une victoire à Nantes, pas méritée, mais qui était là. Un match nul frustrant contre Monaco. Et il fallait bien remplir les Nercaz, une petite défaite face à Lorient. Donc non, un accident, non. Quand tu joues pas 45 minutes, ça ne peut pas fonctionner. Après un coup d'arrêt, je sais pas, parce que en seconde mi-temps, on a quand même vu une équipe de Nice qui s'est créé beaucoup d'occasions avec un gros manque de réussite. On a quand même cadré un seul tir cadré à la 86e minute. C'est dire quand même qu'on n'a pas été très bon. Maintenant, pour pouvoir parler d'un vrai coup d'arrêt, il faudrait que ça se prolonge encore contre Saint-Etienne dès samedi. Et ça, je l'espère pas. Donc non, moi je pense que c'est un peu entre les deux. Il y a Skito qui nous dit sur le chat Twitch la spirale négative risque d'être terrible. Est-ce que, Alaric, selon toi, on est parti dans une spirale négative là? Ça y ressemble un petit peu, notamment par rapport à Mingouri qui a encore raté un penalty. Et pire que ça, il l'a pas cadré une deuxième fois. On y reviendra. Donc pour lui, je pense que lui est déjà dans une spirale négative, malheureusement. Maintenant, on a vu des joueurs qui en seconde mi-temps se sont montrés beaucoup mieux. Pablo Rosario qui a un peu marché sur le milieu de terrain en seconde mi-temps. Andy Delors qui s'est créé pas mal de situations. Calvin Stengs qui a amené beaucoup de sa qualité technique en seconde mi-temps. Donc non, une spirale négative collective, je sais pas. Mais individuellement, il y en a certains qui ont déjà la tête dans le guidon, oui. On reviendra justement un peu plus tard sur les performances individuelles parce que il y a pas mal de choses à dire. Toi, Pierrot, t'en as pensé quoi de ce match de Nice? Est-ce que
Tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'attendais peut-être à une équipe un peu plus solide? Avant le match, tu te disais quoi? Pour être honnête, avant le match, j'étais hyper serein Oh la vache. du fait, du fait du fait qu'on soit à domicile et que je sais pas s'il y a un effet psychologique dessus, mais voilà, je sentais pas qu'on allait perdre du moins, tu vois. Tu vois, je sentais qu'on allait prendre un petit match nul ou une petite victoire à l'arraché. Bon, c'était un peu le cas pour la victoire à l'arraché. Mais tu vois, je sentais pas qu'on allait vraiment perdre. J'ai trouvé Nice un peu en dessous pour aller en grosso modo toute la première mi-temps. Je vous ai trouvé un peu vraiment en dessous de ce que j'ai pu voir de Nice cette année. Et par contre, en deuxième, vous avez plutôt répondu présent et c'est plutôt votre le manque sur le dernier geste qui vous coûte un peu le match. Surtout Gouiri parce que fin de première mi-temps, il rate quand même un face-à-face qui était pour moi beaucoup plus facile à mettre, Ah, à c'est appuyer le gardien et la mettre ce que face le à face, penalty. ce face à face. Alors je sais pas où est passé le ballon, mais je me suis dit mais c'est pas possible, c'est Nardi qui la sort. Il peut pas la mettre là. C'est pas possible. Enfin c'est enfin. Ouais. Il la touche du tibia, il la prend du tibia, donc forcément, ça casse son geste. Ouais. Il la prend super mal, ouais. C'est pour ça que, enfin, à partir de là, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu le penalty qui rate. Et après, il y a Delors qui rate quasiment un immanquable. À partir de là, j'ai compris que ça sentait bon pour nous. Mais franchement, ouais, Nice nous a bien fait mal en deuxième mi-temps et on a réussi à gagner tout en subissant. Donc, ça reste quand même un peu exceptionnel, quoi. Je pense que vraiment vous avez dès lors que bon, on reviendra plus en détail sur les performances individuelles, mais l'action de Monconduit là sur le centre de Guessant en deuxième mi-temps où il tacle, le ballon atterrit miraculeusement dans les gants de Nardi, ça c'est un miracle. C'est-à-dire que dans 98% des cas, il y a but. C'est-à-dire que dès lors que le gardien fait un tacle en direction de sa cage, à 2 mètres, il y a but normalement. Non, je sais pas. Bah, logiquement, oui. Alric, est-ce que quelle est la part selon toi de réussite qu'on a eu enfin de manque de réussite? Est-ce que ce match c'est un manque de réussite ou est-ce que on est passé au travers? C'est quoi selon toi le rapport et le rapport de puissance entre les deux regards qu'on peut faire de ce match? Bah, c'est un peu des deux, parce que quand tu regardes le premier mi-temps, on ne produit pas grand-chose. On se fait bouger dans tous les secteurs. Et en seconde mi-temps, on se crée des situations. On touche la barre, on rate un penalty. Il y a cette action dont tu parlais de mon conduit qui manque de marquer un but contre son camp. On finit à 11 contre 10. Si la réussite est présente, ce match, tu le gagnes en seconde mi-temps 100 fois. Parce qu'un penalty miraculeux à la 50e, ben, ça relance forcément le match. Carton rouge dans les 20 dernières minutes. Il y a de quoi en placer un ou deux de plus. Donc forcément, il y a eu beaucoup de manque de réussite en seconde mi-temps. Mais quand tu produis si peu de jeux en première mi-temps, que tu t'exposes forcément à être puni à un moment donné. Et Lorient a su en profiter. Lorient a mis tout ce qu'on n'a pas mis en première mi-temps, Lorient l'a mis. Et dès que nous, on a commencé à jouer notre jeu en transition rapide, avec un milieu de terrain physique qui a mis quelques coups on a réussi à avoir le dessus. Donc c'est pas totalement un ni totalement l'autre, c'est un peu des deux. Mais par rapport à Monaco, par exemple, je trouve qu'on a eu encore plus d'occasions que contre Monaco et on aurait peut-être mérité de revenir au moins prendre un point sur cette seconde mi-temps. Je suis assez d'accord avec toi, Alric, d'autant plus que les occasions étaient bien plus nettes et bien plus franches qu'on a pu avoir sur le match de Monaco. Il y a Maoul qui nous dit d'ailleurs à partir du rouge, plus d'occasions pour Lorient que pour Nice. Il est vrai que dès lors, Andy, que on était en supériorité numérique,
Elle est cadeau celle-là. Hein. Elle est cadeau. Ah non, non, mais je préfère être en détente parce que sinon, ça. Merci, merci. On a été clairement en difficulté. On s'est bridé complètement alors que le match aurait pu changer de cap en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça, c'est typiquement niçois de se retrouver en difficulté lorsqu'on est en supériorité numérique. Si on avait mené 2-0, on aurait pu finir à 6-0 sans problème. Là, on était mené, donc on avait un peu la peur au ventre, je pense. Et on s'est dit, ah ben maintenant qu'on est en supériorité numérique, il faut absolument qu'on marque. Donc tu confonds vitesse et précipitation. Il y a un joueur qui a, qui a justement illustré ça à merveille. C'est mon très cher ami Youssef Attal, qui a absolument rien réussi dans ce match. Donc oui, forcément, on s'est exposé plus facilement et on a créé des brèches dans notre défense. Et on aurait pu se faire punir assez fort logiquement dans les 10 dernières minutes. Ouais, c'est très compliqué. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le but. Parce que je trouve que la semaine dernière, enfin plutôt lundi soir sur le match de Monaco, globalement, dans l'émission, on a été tendre. On n'était pas forcément d'accord avec Corentin, le supporter de Monaco, mais on a été tendre par rapport au penalty En même provoqué temps, sur pas Caio d'accord Henrique. avec un monégasque. C'est vrai que c'est assez rare. Par contre, Pierrot, bon, à première vue, la faute, elle est quand même extrêmement légère, non, sur le coup franc. Moi honnêtement, j'étais présent au stade. Après, je pourrais vraiment pas te dire s'il y avait vraiment faute ou pas. Et après, j'ai pas pu voir le ralenti. Mais après, si on commence par là, admettons, il y a pas faute sur mon conduit. Le penalty que vous avez, la main, franchement, Il n'y a pas main sur le penalty. Enfin, on siffle pas, il ne faut pas siffler penalty sur cette main-là, hein. ah mais non, pour moi non. Donc tu vois, pour moi c'est l'arbitrage sur l'ensemble du match qui n'était pas vraiment terrible. Après c'est clair que pour vous c'est très frustrant de prendre un but directement après une faute sur un coup franc peut-être gratté, peut-être vraiment très bien gratté et généreusement accordé par l'arbitre. Je peux comprendre que ça peut être très frustrant. Ouais. Bah, c'est surtout que, enfin, je veux dire, dans le suivi de l'action, t'as donc la faute, il prend jaune là-dessus, il se blesse. Et moi, clairement, alors encore une fois, vous allez dire, mais tu déconnes. Sur le coup, je me suis dit, on va prendre un but. C'est évident. Et là, la grosse erreur pour moi, et au-delà de l'erreur d'arbitrage, c'est l'erreur défensive. À quel moment, Euh, à quel moment tu laisses un mec euh, seul aux 20 mètres? ouais, même du stade où j'étais, ça se voyait à 10 000% qu'il allait la passer et que ça allait taper soit dans le but, soit. Enfin, ça se voyait à 1000 kilomètres que il allait la passer et que ça allait tirer. Enfin, j'ai pas compris votre schéma défensif sur cette action. Alors, Alric, je pense Bah, savoir ce que tu vas dire. ouais, 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 sans excuser l'erreur défensive, il y a Christophe Galtier qui demande à faire un changement pour remplacer Kluivert qui s'est blessé et on ne lui accorde pas. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas de changement normalement sur une phase défensive, mais là tu es en infériorité numérique, tu sais très bien comment ça va se passer, il faut que tu mettes quelqu'un à la récupération. Et il nous manquait clairement un joueur. Après, ça n'excuse pas qu'il n'y ait absolument personne qui vienne au contre Ah sur nos ouais. conduits, par exemple. Ou au moins essayer de couper la passe. Ah mais le but est absolument magnifique, mais c'est une erreur professionnelle. Voilà. Au même titre que Amin Gouiri qui ne cadre pas, c'est pas il rate son pénalty, c'est qu'il ne cadre pas son pénalty, et tu fais bien de le souligner Alric, une faute défensive à ce niveau-là, c'est impardonnable. Hein. Donc vraiment ça fait mal. Ça fait juste mal. On s'en remet difficilement. Euh, on va Heureusement, passer. heureusement que le vin existe, on l'avait dit. Ah, c'était compliqué. Et en même temps, en fait, je pense que on s'est enflammé. On s'est tous enflammés du côté de la communauté OGC Nice. Parce que
on était aussi, je pense, dans la frustration de plusieurs années de souffrance, où on s'est dit waouh, on redécouvre une équipe, on redécouvre un vrai coach, on découvre justement un message qui passe, de la grinta, ce qui fait un peu l'identité de l'OGC Nice. Et là, c'est vrai que depuis quelques matchs, deux trois matchs, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus attentiste, et puis bah, Alors, il fallait si bien tu qu'on me perde, hein. permets, si tu me permets, sans manquer de respect au FC Lorient, à son équipe, à ses supporters et à ses joueurs, j'ai du mal à croire que le 11 qu'on a aligné hier soir soit intrinsèquement moins bon que celui du FC Lorient. Je pense qu'il y a quand même un niveau d'écart entre les deux équipes. Je veux dire, on Ah a quand même, mais, on a aligné. ah, mais tout à fait, t'as Vas-y, totalement vas-y. raison. Honnêtement, Donc intrinsèquement, c'est j'ai du au-dessus. mal à accepter voilà, j'ai du mal à accepter le niveau affiché hier soir par notre équipe quand on voit le 11 qu'on aligne. Il y a quand même très peu d'équipes en Ligue 1 qui peuvent se permettre d'avoir des joueurs de cette qualité-là, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Et je pense que si on avait mis tout ce qu'il fallait en termes d'implication, en termes d'intensité, on ressortait pas avec une défaite. Je peux pas croire ça. Oui, je te rejoins, Alric. Après, la phrase bateau va sortir dans quelques secondes, mais c'est le charme du foot. C'est-à-dire que sur le papier, on était censé leur marcher dessus. On l'a pas fait. Ils nous ont marché dessus en première mi-temps, il n'y a pas à dire, hein. La première mi-temps de Lorient, c'est la première mi-temps qu'on fait contre Nantes, euh, où on ne doit pas revenir à la mi-temps à 0-0 contre Nantes. C'est du même acabit. Et idem en seconde mi-temps. On Ah se met oui, à jouer évidemment. qu'en seconde mi-temps. Je ne comprends pas. Ça a été identifié. Pourquoi on ne se met pas à jouer en première mi-temps? C'est un mystère. Un mystère par rapport à ça. Alric, tu penses quoi justement de ces débuts de match? Sachant que ça a été identifié depuis au moins deux matchs, pourquoi il se passe ça? Alors, identifié, je ne sais pas si ça a été identifié, vu que le problème n'est pas réglé. Mais moi, au début, je pensais que c'était le, le problème de on n'a pas encore pris de but, on est la meilleure défense des cinq championnats européens importants. Alors peut-être qu'on arrête de jouer pour marquer et on commence à jouer pour ne plus encaisser de but. Histoire que dans les têtes, on continue à être la meilleure équipe défensivement. Il se trouve que bon, bah, contre Monaco, on a pris deux buts. Je me suis dit, ça y est, le déclic, il est là. On va pouvoir se décomplexer, recommencer à jouer normalement. Eh bien, non, puisque on a retrouvé la même apathie contre l'Orient. Et moi, il y a une action qui symbolise parfaitement cette apathie et qui m'a obligé à reprendre un verre. C'est quand je vois Mofi traverser notre défense, où il y a Dante, Todibo et Thuram qui le regardent et qui le laissent passer. Je dis, mais il n'y a personne pour le cartonner, ce mec-là. Il n'y a personne pour lui mettre un coup d'épaule et lui dire qu'on ne rentre pas. Surtout qu'on ne parle pas de trois petits joueurs qui débutent en Ligue 1. On parle de Dante, Todibo et Thuram. Physiquement, c'est quand même des joueurs impressionnants. Il n'y a personne pour lui mettre un coup de coude ou Ah, un mais coup d'épaule. Mofi, c'est quelqu'un d'impressionnant Ah physiquement ouais. quand même, hein. Ah oui, non, ça par contre, c'est clair qu'il dégage quelque C'est chose. c'est un monstre, hein. Honnêtement, franchement, c'est pas c'est pas scandaleux qu'il arrive à en passer trois comme ça quand tu vois qu'il en a passé 4 ou 5 à Lille il y a 15 jours, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que tu le vois arriver de loin, Oui, oui, met après, le pied, après quoi. Met je le vois ce que tu pied, veux met dire, ouais. l'épaule, fait quelque chose. Ouais, D'a- c'était un peu. Votre défense, dans toute la première mi-temps, elle était attentiste, hein. Il y a pas. C'est c'est Ah, globalement, totalement. Totalement. c'est globalement ce que j'ai retenu, c'est que vous étiez totalement attentiste en défense en première mi-temps, hein. Mofi qui me fait beaucoup penser à un certain Vincent Aboubakar. Alors, je suis peut-être. C'est peut-être un peu approximatif, mais je sais pas ce que tu penses de ce joueur justement. Toi, j'ai l'impression que le gars, à Lorient, c'est l'idole de tout un peuple, quoi. Ah bah clairement, c'est d'ailleurs il a lancé un peu
il a lancé un peu sa saison face à vous l'année dernière à Nice, là, où vous lui faites un énorme cadeau pour qu'il marque son deuxième but de la saison et ensuite il roule un peu sur un peu la deuxième partie de saison. Ouais, c'est un joueur, c'est un monstre physique. On a eu on a eu de la chance de le garder cet été parce que, enfin, de ce qui s'est dit du président, tout ça, il y a eu des grosses offres de gros clubs sur lui. D'un joueur qu'on a interviewé il y a pas longtemps sur notre podcast qui nous disait qu'on a eu une très grande chance de l'avoir gardé une saison de plus. C'est vraiment un joueur, c'est vraiment un joueur qui est très très fort physiquement face au but, qui est très précis, il rate très peu ses derniers gestes. Euh, dos but, je trouve qu'il y a très peu d'attaquants aussi forts que lui dans ce domaine-là. Et je pense qu'on doit en profiter un maximum cette saison parce que l'année prochaine il sera plus là. Donc ouais, Contre Lille, c'est clairement l'idole au club parce que c'est notre contre meilleur Lille, il a été buteur. impressionnant, hein. Ouais, pardon. Contre Lille, il a été impressionnant. Excuse-moi, je t'ai Ouais, coupé, mais ouais, bah contre oui, Lille, oui, moi, je l'ai trouvé impressionnant. contre Lille, l'action où on marque, c'est typiquement ce que peut apporter Mofi. Bim, départ de haut but, vitesse, puissance, et après, il arrive à trouver une passe assez juste pour son coéquipier pour que ça fasse filet. Donc, ouais, il fait partie d'une longue série de très bons attaquants qu'on a eu à Lorient. Et vu le prix où on l'a acheté quand même 8 millions à Courtrai en Belgique. Donc, ouais, les attentes étaient quand même assez élevées. Il a répondu très fortement depuis son arrivée. Avant qu'il parte à Burnley pour 30 millions d'euros, quoi. Je pense qu'il Ah, partira dans un club vraiment qui jouera quelque chose en première ligue. Non, non, Honnêtement. je te charrie, Ouais, ouais, Pierrot. même à Burnley pour 30 millions, je l'envoie à l'aéroport, hein. Il n'y a aucun souci, hein. et pour la petite anecdote, Courtrai, c'est le même club là où on a récupéré Youssef Attal, formidable latéral droit qui ne montre plus rien. C'était ma petite parenthèse. Tu fais bien de le souligner. J'avais oublié qu'on avait Youssef Attal dans l'équipe. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Mofi? Oui, je voulais aussi mettre en avant l'état d'esprit parce que j'ai vu une info, enfin, j'ai voilà, lu dans la presse que après la trêve internationale, donc il avait été appelé, alors je vais dire une boulette, il est donc international nigérian. C'est ça. Ok. Il avait joué, je crois, 10-15 minutes en équipe nationale lors de la trêve. Et son coach voulait le mettre au repos pour le match de reprise. Et il va voir Pellissier, il lui dit non, 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 coach, vous pouvez compter sur moi. Et il joue, quoi. Et il a tout pour justement avoir le public dans sa poche. Parce que s'il arrive à être performant derrière, à mouiller le maillot et à se donner pour Lorient, Bah, t'as tout résumé. T'as tout résumé. Le gars vient de sélection. Il dit qu'il veut jouer, il joue contre Lille, il fait une passe D, enfin, il fait un match extraordinaire. Qu'est- qu'est-ce que tu veux lui dire après? Franchement, c'est un des joueurs les plus forts que j'ai vu passer depuis pas mal d'années à Lorient. Donc, ouais, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. depuis Jean-Claude Darcheville, Ah, on a eu quand même Gamero entre-temps. On a eu quelques petits attaquants sympas, mais Alexis Claude ouais, Maurice. Bon, il y a eu une période avec Aliadière aussi, une belle période avec Aliadière. ouais. Bah, en fait, c'était un peu les attaquants qui suivaient. On a eu une période Gamero, on a eu une période Ali Aider. Une fois qu'il est parti, on a eu Aboubacar. Aboubacar, ouais. Ouais, Pascal on a eu des Feindouno, sacrés nous dit Alex. attaquants, hein. Ouais, mais ça c'est super ancien. Pascal Feindouno, c'était il y a 20 ans. Ouais, c'est Non. ça. C'est toujours bien de se rappeler de certains joueurs. Fabien Audard. Non, non, on arrête les bêtises. Messieurs, on a teasé pas mal, on a beaucoup parlé de Youssef Attal. Je vous propose qu'on passe justement. Oula, la boulette, on n'est pas sur le super quiz.
On est... Oula, bah attendez. Est-ce que je me serais pas justement... Oh, ce soir, c'est catastrophique, hein. Ce soir, c'est catastrophique. Bon. Top flop, justement, de ce match. Messieurs, on va commencer par l'OGC Nice. Euh, Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Atal a été catastrophique, Alric? Catastrophique, oui, mais c'est pas le seul parce que ça me fait mal de le dire, mais dans les flops, je mets également Guiri du coup, parce que il rate un immanquable, il rate une occasion quasiment toute faite en première mi-temps, il tire un penalty au-dessus en seconde mi-temps, et à partir de ce moment-là, il a absolument tout raté dans sa fin de match, même une passe à 2 mètres, il n'arrivait pas à la faire. J'ai encore en tête une contre-attaque niçoise où il récupère le ballon plein axe. Il se tourne pour la passer à Rosario et c'est intercepté par un défenseur l'orienté. Je suis là et je me dis, ok, donc là il faut qu'il sorte parce que c'est pas possible. Donc ouais, au niveau des flops, après j'ai mis Thuram aussi, que j'ai pas trouvé très très Ouais. bon dans ce match. Donc Gouiri, Thuram, Matal, pour moi c'est le beau triplé du flop. Et côté top, j'ai mis Delors, que j'ai trouvé très bon en seconde mi-temps. Rosario qui a tenté de marquer le but du siècle en première mi-temps et je me dis qu'il y arrivera hein, avant la fin de la saison. Il y a des chances, ouais. Euh, qui a fait, qui a fait une très bonne seconde mi-temps où il a commencé à mettre de l'intensité dans son jeu, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a trouvé de belles passes. Et Calvin Steins, la belle surprise côté niçois en seconde mi-temps, qui a démontré ce qu'on savait mais qu'on n'avait pas encore vu, qu'il avait une qualité de passe assez incroyable. Et avec un peu plus de réussite, il aurait pu délivrer au moins 3 passes décisives hier soir sans problème. Quel est ton avis là-dessus, Pierrot, toi, globalement sur le match, que ce soit du côté de Nice ou de Lorient, tu mettrais qui en avant et qui en retrait? Je vais commencer par mettre en avant. J'ai commencé par chez vous. J'ai bien aimé, comme tu disais, Rosario, c'est ça au milieu là? Ouais. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, donc moi j'ai bien aimé le joueur au milieu. Surtout en deuxième mi-temps, même en première, je le trouvais très intéressant. Et après, le deuxième joueur que, enfin, moi personnellement, j'ai bien aimé chez vous hier, c'était Melvin Bard. Alors, Ouais, je sais j'ai pas oublié votre de le avis mettre, là-dessus, c'est mais vrai, tu as raison. j'ai trouvé plus ou moins intéressant quand même. Et après, chez nous, je retiendrai plus mon conduit et, euh, et la chatte à Didier Deschamps qui devait être chez nous hier en deuxième mi-temps parce que franchement, Ah ben, franchement, la on a chatte eu du bordé de nouilles. la chatte à Didier Deschamps, je pense que elle a quelque peu disparu depuis quelques mois. Je vois que ça parle de blessures. Alors, pour information, donc on a vu qu'hier c'était aussi, on va en parler, hein, mais la cascade de blessures. Kluivert qui sort blessé, donc qui se fait remplacer par Stangs. Boudaoui qui sort à la mi-temps, donc vraisemblablement blessé. Je sais pas si Alric, tu as vu quelque chose circuler sur Boudaoui ou pas? Non, je pense que bon, il a dû prendre un coup, mais je pense aussi qu'il était peut-être un peu cramé physiquement, parce que ça fait 2 3 matchs que je le trouve vraiment en difficulté sur son côté. Maintenant, j'ai pas de réelle information à ce niveau-là. Ok. Pas pour l'instant, en tout cas. La grosse inquiétude, ce serait vraisemblablement Kluivert parce que ce n'est pas une rechute de la blessure qu'il avait subie contre Bordeaux, mais ce serait apparemment plus grave et on parle de plusieurs semaines d'absence, hein. Donc c'est quand même un joueur qui... Il y a Todibo aussi. Todibo Alors Todibo qui est apparemment ressorti sur blessure. ce serait qu'un coup. Ce serait pas grave de ce qui se dit sur le site. Donc possible qu'il fasse l'impasse sur Saint-Etienne, mais je pense qu'il sera apte pour les prochaines échéances, hein. Ouais. Romain qui nous dit Kluivert en cristal. C'est le problème, hein, ça concerne pas que Kluivert, hein. Ça concerne beaucoup de joueurs depuis plusieurs années, et on en parlait déjà lundi soir et même les semaines précédentes. Il y a un vrai problème, il y a un vrai problème de blessure au sein de l'OGC Nice. Alors est-ce que ça provient du staff? Est-ce que ça provient des joueurs? Est-ce que ça, quoi qu'il en soit, ça pénalise grandement l'équipe.
Il faut vraiment qu'on arrive à progresser sur ce champ-là, sinon on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs, Alric. Après, si j'étais de mauvaise foi, ce qui m'arrive quand je suis au stade, mais bon, devant ma télé, je le suis un peu moins, je dirais qu'un terrain synthétique, quand même, c'est pas top, hein. Parce qu'on pense au Pierrot. Il est pas synthétique, le terrain. Il est plus synthétique. Ah, bah, alors à ce moment-là, ouais, j'ai loupé C'est, l'information. Mais il est pas semi-synthétique ou un truc comme ça? si, il est hybride, mi-naturel, mi-synthétique. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. C'est, c'est la grande mode en ce moment. Mais Mais non, après, on a un souci, hein. On a un souci. Je sais pas si ça vient du staff, je sais pas si ça vient des terrains d'entraînement, je sais pas si ça vient du fait qu'on est sur la Côte d'Azur et que les mecs ont une hygiène de vie déplorable, parce que ça joue aussi, hein. On n'est pas dans une région où il pleut tous les jours. On est quand même dans une région où il y a de quoi se faire plaisir toute l'année. Donc peut-être qu'en termes d'hygiène de vie, ça joue. tu penses qu'il y a une vraie, comment dire, une vraie justification de l'hygiène de vie des joueurs de manière générale dans la situation actuelle à Nice? Euh, L'hygiène de vie de tous les joueurs, non. Maintenant, il y a quelques joueurs qui sont coutumiers du fait. Je pense par exemple à Attal, qui se blesse un match sur deux. Bon, il n'est pas encore blessé, mais la cote ne doit pas être très, très haute pour le prochain match. On va croire que j'ai quelque chose contre lui, alors que non, pas du tout, hein. Mais après, oui, Justin Kluivert, on parle que c'est pas une rechute. J'ai quand même quelques doutes parce qu'il était blessé jusqu'à il y a pas longtemps, donc j'ai un peu du mal à croire qu'il Ah, ait mais une autre blessure comme ça. lorsque Galtier dit que c'est pas une rechute, je pense, enfin moi je l'interprète comme c'est pas localisé au même endroit que la dernière fois. Justement, ce serait une autre blessure. Ouais, mais quand même, ça voudrait dire que que le garçon est très, très, très fragile. Bon, on le savait déjà, hein, quand on l'a recruté, on savait qu'il avait quand même une propension à se blesser assez importante. Maintenant, bah, Dolberg, c'est dans la continuité de tous les pépins physiques qu'il a eu l'année dernière. Boudaoui, on sait qu'il est fragile physiquement malgré tout le coffre qu'il peut avoir. Donc, si on regarde bien, c'est des joueurs qui sont coutumiers du fait, hein. Hmm. C'est Bon, t'as parlé de Attal. Euh, Youssef Attal, est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est un feu de paille? J'avais tweeté ça sur hier soir. Memphis. Ouais. Est-ce que c'est un feu de paille, notre cher Youssef? Peut-être. Peut-être que pour sa première saison dans un championnat de haut niveau, il a surperformé, qu'il s'est vu très beau, il a été convoqué avec l'équipe d'Algérie. Dans la foulée, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Alors forcément, quand tu gagnes un trophée, notamment avec ta sélection nationale, bah, tu changes de statut. Comme il avait montré de très très belles choses lors de ses premières saisons, peut-être que ça lui est monté un peu vite à la tête. Et il y avait Jamel Belmadi qui avait des déclarations pas très cool par rapport à lui, en lui disant qu'il fallait qu'il redescende un peu, qu'il fasse un peu plus attention à son hygiène de vie, qu'il soit un peu plus professionnel. Ça, c'est des choses qu'on lit régulièrement, hein, sur lui. Et c'est bien simple, depuis cette première saison, on est racheté par Ineos ensuite. Il fait un bon match lors de la première saison d'Ineos. Et depuis, c'est la débandade la plus complète. On ne retrouve plus le Atal qu'on connaissait, qui ne fait plus aucune différence sur son côté. On l'a encore vu hier soir. À chaque fois qu'il tente de passer en dribble, ben, il fait un crochet, il revient en arrière et il perd la balle sur une passe pourrie. Il n'a jamais su centrer, donc ça n'a pas changé depuis, hein. Non, non, je pense que si, je pense qu'effectivement, on s'est peut-être un peu enflammé sur un mec qui savait dribbler en partant de son camp. Parce que depuis, ben voilà, c'est compliqué, quoi. Pierrot, toi qui étais au stade, justement, tu l'as senti comment, notre Youssef national? Je vais faire simple, j'ai trouvé zéro, c'est tout. Moi, je suis déjà de base, je suis pas vraiment fan du joueur. Les joueurs qui dribblent un peu trop, moi, ça tendance un peu à m'agacer et ça fait
Ouais, ça fait bien 2 ans, comme tu dis, qu'on le voit plus, enfin, qu'il n'arrive pas à, qu'on le voit plus, qu'on entend parler de lui, on va dire positivement, parce qu'on entend parler souvent de lui, mais souvent c'est de façon négative, donc ça devient un petit peu compliqué pour lui quand même. Et c'est un joueur que je trouve vraiment mais très 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 irrégulier dans le global, donc ouais. Mais hier soir, il s'est fait passer, il s'est fait placer plusieurs fois. Enfin, je sais pas Je pour. crois qu'il n'a pas fait une seule différence sur son côté d'un point de vue offensif. Et c'est à mettre au crédit de la défense lorientaise, mais je pense aussi que il n'arrive plus à faire de différence intrinsèquement. C'est-à-dire qu'il part dans ses dribbles, mais c'est de manière automatique. Et il a un QI foot qui est quand même proche du sol, hein. J'ai aussi l'impression. Je, je t'accorde ça, franchement, je te rejoins totalement sur ça. Par rapport à Attal, ça me met pas bien, mais force est de constater que la première saison, il était en sur-régime complètement. Il jouait déjà à un poste beaucoup plus haut qui permettait justement, qui lui permettait d'exprimer ses capacités offensives bien plus qu'en jouant latéral. Et il n'avait pas de concurrence. Et il n'avait pas de concurrence. Faut pas Et l'oublier, ça aussi. il n'y avait pas Il de n'avait aucune concurrence concurrence. et surtout, toute l'animation offensive reposait sur les exploits de Youssef Attal. Je me souviens d'un match, je crois que c'était lors de sa première année où justement il n'est pas encore titulaire et que Vieira le fait rentrer justement en piston droit contre Marseille à domicile. On savait qu'il allait se passer quelque chose. On l'attendait comme le gars qui allait apporter quelque chose et une valeur ajoutée offensivement parce que sinon c'était pas avec euh, Ganago et Issan Sako qu'on allait faire quelque chose. Et il y a aussi moi quelque chose qui me gêne au-delà de la performance, c'est l'état d'esprit. Je l'ai dit juste avant le début de l'émission, je ne sais pas si Pierrot était là. Lors de Nice-Monaco, avant qu'il rentre pour remplacer Lotomba blessé, Galtier il dit à Attal, Youssef collier, Youssef protège tibia. À quel moment, lorsque tu es joueur professionnel, on doit te rappeler de mettre tes protèges tibia, on doit te rappeler de mettre ton collier avant d'aller t'échauffer, de rentrer sur un terrain. C'est que Galtier sait que il n'a pas le professionnalisme que se doit d'avoir un joueur de Ligue 1, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses, Pierrot ou Alric, enfin ce que vous en pensez, les gars, mais c'est déplorable. Au-delà des performances, c'est l'état d'esprit. Bah, je vais laisser Pierrot répondre déjà parce que moi j'ai un avis, enfin j'ai un point de vue là-dessus. Ouais, bah après je suis pas à 100% à l'actualité niçoise et Youssef Attal, hein. Mais ouais, si ce que tu viens de dire, c'est véridique. Ça montre vraiment un très gros problème de professionnalisme et c'est pas normal, c'est pas normal à ce niveau-là et c'est même intolérable. Tu peux pas dire, tu peux pas être pro et oublier de mettre tes protèges tibia ou enfin oublier tes affaires. Non, c'est pas possible. Mais c'est surtout que Galtier ait eu le réflexe de lui dire. C'est que, à mon avis, aux entraînements tous les jours, il doit lui rappeler des choses simples. Et quand tu vois un mec comme Dante, qui a limite 40 barreaux, qui est sec, qui est tanké, et qui a une hygiène de vie impeccable, bah attends, mais ça, tu dois t'inspirer de ce genre de joueur, quoi. Ouais, je pense qu'il a un peu une mentalité. Enfin, entre guillemets, un peu branleur, à faire, à se prendre peut-être un peu meilleur que les autres, un peu une mentalité, comme je vois dans le chat, un peu au quartier, ça me fait penser un peu à un joueur comme ça, quoi. Donc, Mais je pense que je pense que ça serait bien que le club arrive à le recadrer sur ça ou Galtier, parce que franchement, c'est un gros manque de professionnalisme. après, le côté un peu il se croit au quartier, moi j'aime ça. L'insouciance, la spontanéité sont des choses voilà, dans ces dribbles que j'aime bien. Mais quand ça ne passe pas, tu dois te,
tu dois te, te- Ah, mais le te- problème, le problème, c'est que ça marchait au début et depuis que tout le monde comprend un peu comment Exactement. il fonctionne, il force un peu sur ça et ça fonctionne plus. C'est ça qui doit changer chez lui. Alric, je te laisse la parole sur Atal. Pendant que vous étiez en train d'en discuter, je viens de retrouver justement ce que disait Jamel Belmadi à l'époque sur les problèmes de blessure d'Atal. Et il y a une phrase qui est marquante, c'est il connaît toutes les dispositions qu'il doit prendre pour être plus professionnel. Il sait qu'il a des atouts mais des gros points faibles et il doit mettre toutes les chances de son côté. Ça veut dire très simplement qu'il sait qu'il ne fait pas bien les choses, mais il ne fait rien pour les régler. Et quand c'est ton sélectionneur national qui pointe du doigt ça, parce que récemment il n'a pas été convoqué, hein, Youssef Attal en équipe d'Algérie. Ensuite, moi ce qui me gêne un peu dans les déclarations de Belmadi, c'est quand il dit c'est des choses qu'il faut recadrer en club. Ça suppose que le club ne fait pas ce qu'il faut pour le remettre dans le droit chemin. Donc ça prouve que le garçon, effectivement, il s'est peut-être vu un peu trop beau, trop haut, trop vite. C'est un peu le souci aujourd'hui dans le football moderne. Il suffit que tu fasses quelques bons matchs et tout de suite tu deviens un crack. Et à contrario, il suffit que tu fasses deux matchs de merde et tu deviens une daube. Mhm. Non, je pense pas que ce soit La aussi culture facile de que ça. l'instant. Par contre, à force de lui dire qu'il est bon, qu'il est exceptionnel, qu'il a beaucoup de talent, bah, peut-être que lui il s'y est cru. Et le souci, c'est que la réalité, c'est que si t'es pas professionnel sur le terrain et en dehors du terrain, tu fais pas une grande carrière. Et je crois qu'il y en a un qui l'a bien compris, c'est Hicham Boudaoui. Lorsqu'il est arrivé, Hicham Boudaoui, il vivait avec Attal. Ils étaient tous les deux dans le même appartement. Et depuis que Hicham Boudaoui a pris son propre appartement et justement s'est un peu éloigné de Youssef Attal, eh bien, certes, il est fragile physiquement, ça c'est malheureusement le lot de certains joueurs, mais par contre, professionnellement, je le trouve impeccable. Ouais. Sur le terrain, il ment jamais. Sur le terrain, il fait jamais semblant. Ce qu'on ne voit plus du côté d'Attal, Mhm. c'est-à-dire que maintenant, bah, il joue sur ses qualités, mais une fois que tu as compris qu'il fonçait tout droit, puis que quand il n'y arrivait pas, il faisait crochet pour revenir en arrière, tu mets le pied au bon moment et c'est terminé, il perd la balle. Mhm. On a fait le tour, je pense, sur Atal. J'aimerais qu'on parle rapidement de la performance de Calvin Stengs sur sa rentrée. Alors, j'avoue que lundi soir, j'ai pas été tendre avec lui par rapport à son match contre Monaco. Mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis par rapport à Stengs. Je persiste à croire qu'il nous a montré qu'un embryon de son talent hier soir. Mais par contre, il a été percutant, il a été incisif avec ses passes qui cassent des lignes, créatif, il a vraiment apporté quelque chose en plus, Alric. Il est le créateur qu'on attendait depuis longtemps. Après, comme le dit Azuka dans le chat, c'est qu'une question de temps, et je fais partie de ces gens qui pensent la même chose. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un joueur qui est pétri de talent, on l'a vu hier, à tel point que l'homme au bord du terrain, je ne me souviens pas de son prénom de Canal+, disait, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de voir du côté de Steins. Il a une qualité de passe incroyable. Il, euh, il arrivait à trouver nos attaquants dans des positions quasi idéales. Après, on a tellement manqué de réussite que ça ne s'est pas converti en passe décisive, mais je l'ai dit au début de l'émission, avec un peu plus de réussite, non seulement on gagne le match, mais en plus il finit avec deux ou trois passes décisives, parce que du talent, il en a, pour le coup. Ah ben le 1 contre 1 en première mi-temps que Gouiri rate, c'est lui qui fait la passe. Il en fait une aussi en seconde, un peu dans le même style, où Gouiri récupère le ballon difficilement. Il a vraiment montré de très belles choses. Et même physiquement, en fait, vous parliez lors de l'émission de lundi avec Bertigno de l'aspect physique, et en fait, ça s'est senti. Il paraissait bien plus en jambes, bien plus affûté, bien plus facile, en fait, tout simplement. Et ça promet pour la suite. Quel a été. Ouais, Ce Alric. que je lui reproche, ce que je lui reproche pour le moment encore, c'est ce que fait par exemple Kluivert et qu'on ne voit pas encore chez Stengs,
c'est les courses de repli défensif. Kluivert a une grosse qualité par rapport à ça, c'est que il fait de grosses courses pour se replier et pour aider les milieux de terrain à contrer les attaques adverses. Stangs, j'ai encore un peu l'impression que, et c'est pour ça que physiquement il doit encore gagner un peu à ce niveau-là, c'est que dès qu'il faut se replacer, il a un peu de mal quand même. Il aime bien être devant. Pierrot, tu l'as senti comment, toi qui étais au stade? Euh, Moi, j'ai trouvé très, très intéressant. Après, après, je le connaissais déjà de base via Football Manager. Sur Football Manager, ça devient à chaque fois un gros crack. Donc, aucun doute là-dessus sur le fait que ce joueur va devenir une vraie pépite chez vous. Et je pense que dans quelques mois, ça va être vraiment un top joueur de Ligue 1. Et je suis bien content de le voir en Ligue 1 et bien content de le voir à Nice parce que c'est un club que j'aime bien quand même malgré tout. Et je trouve que l'équipe, je trouve que votre club, c'est un peu le début d'une belle partie FM. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner au cours des mois. On va parler aussi de l'absence de Lemina. C'est vrai qu'on l'avait abordé lors du débrief de Nice-Monaco, tout en sachant bien sûr qu'il allait être suspendu pour le déplacement à Lorient. Vraiment, ça s'est senti, hein. Ça s'est senti même, je trouve, dans le rayonnement de Rosario au milieu de terrain. Il n'y avait pas cette débauche d'énergie, il y avait pas cette intensité au pressing, cette agressivité. Thuram, il est encore un peu tendre, Alric. Je te rejoins parce que effectivement, il nous a manqué ce patron au milieu de terrain. Parce que le patron en défense, on l'a, le patron en attaque, on l'a. Le patron au milieu de terrain, hier soir, il n'était pas là. Et il nous a manqué. Après, ça revient un peu sur ce qu'on disait, ou alors c'était peut-être pas avec toi que je le disais. Enfin bref, il a pris des cartons malheureusement, Mario Lemina, de manière un peu stupide, ce Ouais. qui a provoqué sa suspension. Et c'est ce qui fait partie un peu de son point faible en ce début de saison. Maintenant, Rosario, oui, effectivement, il avait peut-être un peu moins de repères avec Efren Thuram. Ça l'a pas empêché de faire une énorme seconde mi-temps. Mais c'est clair qu'il a manqué d'intensité et de physique au milieu de terrain, ce qui est notre point fort depuis le début de la saison. Et oui, forcément, quand il te manque ton patron au milieu de terrain, ça crée un peu de vide. Maintenant, j'espère justement qu'il sera en mesure, Mario Lemina, de prendre moins de cartons pour manquer moins de matchs. Un dernier mot sur une performance individuelle. Euh, Melvin Barr qui enchaîne. On est même plus surpris tant le joueur Roberto Carlos. paraît rodé à la Ligue 1. On dirait un vieux briscard qui, qui connaît la Ligue 1 comme sa poche et qui enchaîne les bonnes performances, Alric. Il a gagné sa place par rapport à Hassan Kamara. Il est un véritable concurrent à Hassan Kamara et on peut penser ce qu'on veut de Hassan Kamara. Je pense que si ce dernier ne se met pas au niveau, il reprendra plus sa place de titulaire parce que Melvin Barr, lui, il confirme. Et contrairement justement à Kamara, Melvin Barr, il respire la sérénité défensivement. Il est intéressant offensivement. Il a une qualité de centre qui est assez incroyable. Hier soir, il a quand même placé quelques centres intéressants. Bon, on a manqué de présence dans la surface, mais je me souviens de sa présentation lorsqu'il est arrivé. Il a dit, il faut que j'améliore mon apport offensif et ma qualité de centre. Waouh, garçon, si tu savais ce que Camara pouvait envoyer comme brique sur les centres, tu serais surpris, quoi. Donc, non, 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 un super joueur. Comment on l'appelle? Roberto Bardos. Voilà, une espèce de Roberto Carlos de Wish, mais qu'on est bien content d'avoir chez nous. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour ce qui est de Gouiri, on va être forcé d'en parler aussi, hein. Euh, Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un manque de confiance? Est-ce on peut aussi dire qu'il s'est peut-être vu aussi un peu trop beau en ce début de saison? Où justement il marchait sur l'eau, hein, que ce soit dans l'apport, dans le jeu, dans les stats, dans la réussite. Pierrot, toi,
de l'extérieur, ne suivant pas le gym tout le temps, comment t'as trouvé Gouiri et selon toi, euh, d'où ça provient justement ces ratés parce que il y en a deux gros quand même sur ce match. Bon, là, c'est clairement, sur ce match-là, c'est clairement un manque de confiance en lui. Enfin, surtout sur le face-à-face, c'est criant, tu sais. Un joueur de cette qualité comme lui, t'as pas le droit de rater ça. Tu dois toutes les mettre au fond. Après, sur le penalty, est-ce qu'au moment de le tirer, il pensait à celui qu'il a raté au match d'avant? Euh, Peut-être. Mais là, en rater un deuxième, coup sur coup, ça va pas l'aider à garder sa confiance en lui. Euh, c'est lui qui est titulaire d'habitude ou ils sont à deux avec Dolberg? C'est Gouiri normalement qui est titulaire aux côtés de Dolberg. Normalement. Ouais, moi je trouve que Gouiri c'est, enfin après il est positionné un peu en neuf, mais j'ai un peu de mal avec son, depuis le début, hein, moi personnellement j'ai un peu de mal avec son positionnement en neuf. Je trouve que ça peut être un très très bon 10 ou un bon délié, même si je suis pas fan dans ce schéma-là aussi. Euh, après, faut pas oublier qu'il est jeune, hein. J'ai pas son âge exact, mais c'est sa deuxième saison en Ligue 1. Je pense que c'est passager. Je pense que son niveau, quand il va reprendre confiance en lui, ça va rouler tout seul. Même l'équipe en elle-même, Galtier, je pense qu'il va trouver les solutions. Pour lui, je m'inquiète pas plus que ça pour lui. Après, ça arrive hein, pour un joueur de passer à côté d'un match comme ça. Après, j'ai pas vu ses matchs précédents, mais hier soir, je l'ai perçu vraiment comme un match vraiment raté de sa part, qu'une espèce de continuité. Je sais pas. C'est vous les experts du gym. Alric. Oui, effectivement, je te rejoins Pierrot sur le fait que c'était un match raté hier soir, qu'il n'est pas coutumier du fait, c'est un peu le joueur qui porte depuis un an et demi notre attaque. Il faut savoir que quand il est arrivé en Ligue 1 la saison dernière, c'est le seul joueur qui arrivait à marquer des buts de manière régulière. Il était dans une équipe de cadavres debout et il a réussi à planter un nombre assez impressionnant de buts pour une première saison en Ligue 1. Il est dans la continuité depuis le début de cette saison parce que sur 6 matchs, il en est déjà à 4 buts et 2 passes décisives, ce qui est assez remarquable, hein. Il est, je pense, même en avance sur les temps de passage. Maintenant, voilà, il a raté deux pénaltys coup sur coup et je fais bien la différence sur Mm. rater un penalty parce que, comme je l'ai dit hier soir sur Twitter, au moment où il frappe au-dessus, c'est pas le gardien qui la sort. Ça veut dire que c'est entièrement à lui que ça revient. Il peut s'en vouloir uniquement, enfin, c'est que lui le fautif, quoi. Et le souci, c'est que contre Monaco, on peut dire, bon, allez, ça arrive, mais rater un deuxième penalty, le tirer au-dessus. Là, tout de suite, ça commence à peser un peu contre lui. Le souci, c'est que quand on voit le gros plan qui est fait sur lui au moment de tirer le penalty, bon, il n'y a pas la VAR qui intervient pendant 10 ans, c'est assez rapidement jugé. On est pour ou contre la décision, c'est autre chose. Mais lui, on le voit, on fait un gros plan sur lui, il prend le ballon, il met un peu 30 secondes à le placer parce que le ballon bouge, mais il a l'air détendu, il a son petit sourire en coin qu'on lui connaît bien. Mais par contre, il a cette manie depuis deux trois matchs à vouloir tirer les pénaltys en lucarne. Et ouais, en Et fait, donc, t'as l'impression qu'il est, on va pas dire perfectionniste, mais qu'il veut le beau penalty, alors que le penalty, c'est de l'efficacité. C'est tu la mets au fond, tu mets un cachou en plein milieu, il faut que ça rentre, quoi. Ça comptera pas, ça comptera autant. ouais, un cachot en plein milieu où tu fais une petite balle à la Neymar, ça c'est pas puissant, mais c'est hyper bien placé. Je veux dire, en plus, manque de peau pour lui, Nardi part du bon côté. Ça veut dire que même si il arrive à cadrer son penalty, c'est même pas certain qu'il rentre parce que Nardi part du bon côté et plonge côté lucarne. Donc on se dit ok. Mais le souci c'est que à partir de ce moment-là, ça l'a totalement détruit psychologiquement parce qu'il ne réussissait plus rien à partir du moment où il a raté son penalty. Les passes simples à 2 mètres, il n'arrivait pas.
il n'arrivait plus à percuter, il perdait bêtement le ballon, et j'ai été même surpris qu'il ne sorte pas, que Galtier ne le fasse pas sortir. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, Pierrot, toi qui étais au stade justement. Euh, je suis curieux qu'il soit resté sur le terrain après ce pénalty raté. On sait que c'est le deuxième de la semaine. C'est quand même super important psychologiquement. Et après, Ben, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a pensé? Oui, forcément, il y a pensé. Mais je me suis dit, allez, il va pouvoir se remettre en selle, Hmm. quoi. Mais visiblement pas. le truc, c'est que quand tu vois la performance de Gouiri hier, quand tu vois que le gars il commence à rater quand même pas mal de choses, tu te dépêches de le sortir. Après là, c'est plutôt une question une question pour Galtier. Je sais pas ce qu'il a voulu faire en le laissant. Je sais pas qui c'est qui avait sur votre banc pour le remplacer à ce moment-là. Mais franchement, j'ai du mal à comprendre le choix de Galtier de le laisser jusqu'au bout. Enfin, ça paraît. Enfin, pour moi, c'est inconcevable qu'un attaquant rate autant de choses puisse rester jusqu'au bout. Parce que Bon, après, il y avait deux blessés côté niçois, donc ouais, deux changements il y qui ont avait, été utilisés. il y avait déjà une profondeur de banc Oui, il y avait ça aussi, hein. assez inexistante parce que lorsque tu fais rentrer Guessant à la mi-temps, ben, tes cartouches devant, c'est qui? C'est Dacunia, je sais même plus qui c'est qu'on avait devant. L'idée qu'a eu Galtier justement de décaler Gouiri un peu sur la gauche, je crois que c'était du coup à la mi-temps parce qu'il fait Guessant Delors devant et Gouiri sur le côté. Finalement, c'était pas si bête que ça, j'ai trouvé, parce que ça faisait plus participer au jeu, plus le mettre dans un poste de créateur que de finisseur. Mais c'est vrai que ça manque d'un Dolberg, ça manque de profondeur aussi devant. Messieurs, on va stopper là parce l'émission va être beaucoup trop longue sinon. Je vous propose, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, Non, c'est bon pour moi. je vous Non, c'est propose qu'on passe justement au super quiz. Le super quiz, c'est quoi? C'est très rapide, c'est 5 questions. 5 questions mêlant justement Nice et Lorient, mêlant la culture foot, mais toujours avec un lien entre Nice et ou Lorient. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je sens que Pierrot il est chaud, hein. Je sens que Pierrot il est chaud, hein. Défonce les Pierrot. Non mais attendez, Lorient, vous nous avez déjà défoncé hier soir, vous allez laisser gagner Alric s'il vous plaît, hein. Bien sûr. Alors, première question. Donc juste, lorsqu'il s'agit de rapidité, il faudra juste donner votre prénom afin que vous preniez la parole. Ok. ouais. Vas-y. Donc hier, Moritz Jens a pris un carton rouge sur une action de Evan Guessant. Quel est l'autre lien qui unit ces deux joueurs? Pierre. Ah, Alric, ils étaient à Lausanne. Pierre, est-ce que... Alors, il y a un décalage de son. Est-ce que tu allais dire ça, Pierre, ou pas? Ouais, honnêtement, je le jure, j'allais dire Lausanne. Parce que moi, dans l'oreillette, consultation VAR, est-ce que Alric, tu es d'accord pour donner le point à Pierre parce que euh, il, il a donné son prénom en premier, Alric. Est-ce que Ok, bah c'est bon. on sent, on sent la déception? Non, en vrai, j'allais dire Lausanne parce que comme il vient de Lausanne et que je connais que ça de ce joueur-là, vu qu'il vient d'arriver, j'aurais peut-être pu Non, non, donner mais l'autre. vas-y, s'il a donné son prénom avant, il n'y a aucun problème, hein. Bon, je te fais confiance, Pierrot, hein, quand tu dis que tu l'avais. Les gars, deuxième question. FC Lorient, OGC Nice, ça parle surtout, je pense, à l'OGC Nice et à Baki Koné, bien entendu, donc qui a joué à Nice sous les ordres de Frédéric Antonetti avant de signer à l'Olympique de Marseille. La question est la suivante. Avant de signer à Nice, il réalise une énorme saison du côté de Lorient en marquant 24 buts en Ligue 1.
Donnez-moi la saison. En Ligue 2. Euh, 2004-2005. Oh Alric, là 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 saison. là, bien joué Alric, 2004-2005. Bien joué. ah, 24 buts. je me serais planté, tu vois, j'aurais dit la saison d'avant. Donc, Non, non, saison 2004-2005 où Bakikone marque 24 buts en Ligue 2. Si je dis pas de bêtises, c'était sous Gourcuff. ouais. Ok. C'est ça. Attention extrêmement rapide. Donnez-moi la minute du but de mon conduit. Alors là, 23e, Alric. Oh là 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 23e. là là là, 23e, il est chaud. Il est chaud. Il veut retrouver sa couronne de super gagnant du quiz. Quatrième question. Ça va être rapide aussi. Combien de places au classement séparent Lorient et Nice? Pierrot, Ouais. une. Non. Alric 2, du coup. Eh oui, c'est deux. Ah putain. C'est deux. Lorient est actuellement 5ème de Ligue 1 et l'OGC Nice est 7ème de Ligue 1. C'est Tu quoi? dis C'est pas un point qui nous sépare du coup? ah probablement, mais la question C'est, je c'était le crois que c'est nombre un de point. places. Ah oui, putain. Ah désolé, désolé, il faut bien écouter la question les gars, bien écouter la question. Tu dis que Lorient joue le maintien, on en reparlera lorsqu'ils feront les poules d'Europa League l'année prochaine. J'en étais où? Donc c'est la dernière question. Là on cherche un joueur. On cherche un joueur, donc là c'est pour la beauté du geste, hein, parce qu'Alric a 3 points. Formé au PSG. A joué à Amiens, puis à Guingamp. FC Lorient. Olympique de Marseille. OGC Nice. Valenciennes. Retraité en 2015. Ouais, non, c'est pas ça. J'allais dire Johan Odell, mais non. Ah, si, si. Alric. Fabrice Abriel. Oh là 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 là, Oh bien putain, joué ouais. Alric, bien joué, Fabrice c'était Abriel. effectivement Fabrice Abriel, formé au PSG. J'avais oublié cette info. Bien joué Alric. Ah là, franchement, à plat de couture, hein. Bien joué, ouais. Alors Pierrot avait quand même teasé en début d'émission qu'il était très bon pour les quiz. Voilà. Voilà. Ça sera à charge de Et pour revanche un répondre jour. à la question et pour répondre à la question d'Azouka dans le chat, voilà, pour répondre à la question d'Azouka dans le chat, j'allais le dire, Abriel est entraîneur en Ligue 1 féminine. Oui, tout à fait. Ouais, à Juvisy, ouais. Messieurs, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, la rubrique Prono Time. Donc on va se projeter sur les prochains matchs de nos équipes de cœur. On va commencer par Lorient qui annonce, qui s'annonce quand même compliqué ce match puisque c'est un déplacement du côté du Groupama Stadium. Je ne sais pas si on continue à dire Groupama Stadium ou pas. Quoi qu'il en Oula. soit, le Parc OL, non? C'est quoi? Moi, je l'appelle ça le Non, formidable c'était futur Parcoel Michel avant et Aulas. maintenant c'est Groupama Stadium. Groupama Stadium. Donc, quel est ton ressenti par rapport à ce déplacement? On sent que l'OL est dans une bonne dynamique, que le rodage avec Peter Bosz est de plus en plus prononcé. Tu vois quoi comme résultat pour cette rencontre, Pierrot? Vu nos difficultés à aller chercher 3 points à l'extérieur, je pense on va aller chercher un petit nul 1-1, ça serait parfait. Donc, toi, tu vois un nul 1-1. Alric, Ouais, ouais. Malheureusement, connaissant la forme actuelle de l'Olympique Lyonnais, avec son Paqueta en chef d'orchestre assez incroyable, ils ont fait un très très gros match face au Paris Saint-Germain. Je n'ai pas vu le résultat qu'ils ont fait, mais je crois qu'ils ont gagné. Je pense que malheureusement pour Lorient, et connaissant les difficultés à l'extérieur, je vois une victoire lyonnaise 2-0. eh bien, malheureusement pour le FC Lorient, je vois aussi une victoire de l'Olympique Lyonnais sur ce match. 3 buts à 1, avec un petit but de Mofi. J'espère qu'il jouera, parce que sinon, s'il joue pas, je suis pas bien.
Mais effectivement, je pense que ça va être compliqué. Lyon est de mieux en mieux. Ils ne doivent, je pense, pas perdre ce match contre Paris, avec ce pénalty absolument inexistant. Et tu l'as souligné en début d'émission, Pierrot, il y a quand même des grosses difficultés à l'extérieur pour le FC Lorient, qui engrangera, je pense, la majorité de ses points à domicile, hein, et le maintien passera par là. Ah, pas clairement, hein. Quant aux Niçois, ils se déplacent où les Niçois? Eh bien, ils se déplacent à Geoffroy Guichard, à la S Ouais. Saint-Etienne. Alors, il faut les voir Juste à côté. statistiquement, si l'AS Saint-Etienne nous réussit, enfin, je veux dire, Geoffroy Guichard nous réussit, je ne pense pas que ça nous réussisse depuis notre remontée en Ligue 1, hormis la victoire peut-être avec Ben Arfa. J'ai pas d'autres victoires en tête. Si, une autre. Mais si, bien sûr, il y en a eu quelques-unes. Une 2-0 avec un but de Koulibaly Tout à fait, incroyable, tout c'est à pas fait. exprès. C'est celle-là, celle à laquelle je pensais, mais sinon t'en vois d'autres ou pas? Oui, oui, bien sûr. Il y a une où Mounier décalque la lucarne en plaçant son extérieur du pied gauche à l'extérieur de la surface. Et où je crois où Vincent Clerc, François Clerc marque aussi. Ah ouais. Ouais, ouais, il y a une victoire comme ça aussi. Azuba nous dit si tu perds contre Saint-Etienne samedi, tu es honteux. Je pense que les mots Ah sont durs. bah clairement. Non, je pense que les mots sont durs. Les mots sont durs. Comment ça, les mensonges durs? Ils sont derniers de la Ligue 1. Oh, Saint-Etienne, c'est 0 quand même, hein. Ouais, mais Saint-Etienne à domicile, hein. Mais ils se Ouais, sont fait éclater franchement, en matière contre Bordeaux là récemment. ils viennent de, ouais, voilà, ils viennent de perdre contre Bordeaux. Bordeaux, pas des foudres de guerre non plus, tu vois. Ah ouais, non mais vous me paraissez quand même bien confiant, hein. Moi, depuis hier soir, j'ai la tremblote, hein, vraiment, hein. Oh non, moi, je pense que vous avez Mais torché, hein. justement, Lorient n'est pas Saint-Étienne. Lorient était sur une très bonne dynamique à domicile, on le savait. Saint-Étienne, c'est compliqué, c'est très compliqué Saint-Étienne. Il manque de chance, c'est vrai, parce qu'ils ont touché 3 fois les poteaux contre Monaco. J'ai vu le match. Mais ils ont leur gardien titulaire qui est suspendu. Oui, c'est vrai Ils ont ça. Kazri, il s'est blessé à moitié, mais qui est resté sur le terrain. Franchement, si on gagne pas contre ce Saint-Etienne-là, on gagne plus un match de la saison. Skito nous dit on va les exploser 1-0, c'est écrit. Moi, je prends, hein, 1-0, hein. Du coup, tu vois quoi, Alric, sur ce match? Sincèrement. Sincèrement, sans parler d'une victoire à plate couture, parce que ça, j'y crois pas par contre, à cause du manque de confiance qu'il peut y avoir. Ouais, une victoire peut-être 2-1. Je vois pas Saint-Etienne ne pas marquer, mais par contre, je peux pas nous reperdre. Pierrot, ton avis sur ce ASSE Nice? Moi, je pense que vous allez leur mettre une branlée, honnêtement. Je pense que ça va finir à 4-1, 4-1 pour Nice. Bah, moi, les gars, Ben Arfa n'est pas là, donc je signe, hein. Je signe, mais je suis moins confiant que vous. Alors, Ah, faut avoir confiance. Si t'enlèves un peu la malchance d'hier, vous nous torchez, hein. ouais, c'est vrai. Allez, Il, il- allez. il- il suffit que la chance soit un peu de votre côté contre Saint-Etienne. Franchement, enfin, moi, je vous vois pas, en tout cas, perdre ce match. Pour moi, enfin, c'est pas une optique envisageable. Moi, je ah vois, non, non, clairement pas. je vois quand même pas mal de 3-1 sur le chat. Azuka qui nous balance un 3-1. Alex qui nous balance un 3-1 aussi. Je vais vous suivre, les gars. Même si Romain nous dit voilà, j'aimerais une victoire, mais je vois un match nul. Je suis pas aussi confiant. Saint-Etienne est dans une situation très compliquée. Claude Puel aime bien ses anciennes équipes, on le sait. Voilà, je suis pas confiant. Là, c'est Sauf deux que matchs à Claude Puel ne l'extérieur. tient plus son équipe. Sauf que Claude Puel ne tient plus son équipe depuis quelques matchs. Ça ne ressemble plus à rien, cet Etienne. Mm. Ouais. Ils sont complètement perdus. Franchement, je les vois pas remonter la pente aussi facilement que d'autres équipes, hein. Écoutez, les gars, moi en tout cas, je nous souhaite de l'emporter et que vous ayez raison.
On regardera bien sûr attentivement ce match. Messieurs, donc l'émission touche à sa fin. On a terminé toutes les rubriques. Mes excuses pour le petit retard, mes excuses aussi pour les petits problèmes de réglage au tout début. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. Merci à Alex, merci Romain, Skito, Azuka, La Taverne. Et merci à toi Pierrot d'être venu dans notre émission ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment. Je suppose que Bah, lorsqu'il y a victoire, très bon c'est toujours un moment. bon moment. Malgré la défaite au quiz, mais bon, ça sera à charge de revanche. Match retour, je prends rendez-vous pour le match retour. Ah Personnellement, mais, ah mais vas-y. personnellement je préfère donner le quiz aux invités et qu'on gagne tous les week-ends. Oui, oui, non, c'est sûr. Après, j'ai un peu de fierté. Après, j'ai un peu de fierté mal placée, hein. Ah Faut voir, ça, hein. Il faudrait faire un focus sur la victoire et surtout la défaite contre Corentin. Mais enfin, ça c'est le côté fun. Messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. Nous, on se retrouve donc lundi soir prochain à 19h pour eh bien, le débrief de Saint-Étienne-Nice. On sera accompagné par un supporter de Saint-Étienne qui a été déjà identifié, démarché et signé. Alric, tu seras présent? Je serai présent. Tu seras présent. Pierrot, eh ben, moi, de notre côté, on te souhaite une très bonne soirée, une très belle saison au Merlu. Eh ben, une très belle saison à Nice. Ouais. Mais bon, je pense que votre saison sera radieuse. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, un jour. Mais je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire sur cette saison-là. Eh ben, écoute, j'admire la confiance qui règne en toi. Je croise les doigts, tout comme Alric. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. On remercie aussi Bertigno pour la présence. Merci à toi. Et puis écoutez, bonne soirée, à très bientôt, et puis Samissa. Salut, Salut! ça. Salut, salut.